Bonne nuit à tous, ici le Hall Histoire, votre chevalier creux dévoué. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle promenade Culture & Chill sur Hollow Knight. Voilà, très heureux de vous retrouver pour cette promenade parce que j'aime beaucoup ce jeu vidéo. C'est un véritable chef-d'œuvre, c'est un jeu vidéo indépendant qui a été développé par Team Cherry. Et c'est, comme je vous le dis, un véritable chef-d'œuvre, vraiment, un jeu merveilleux, un jeu excellent. Alors avant de commencer notre promenade Culture & Chill, je vous lis juste l'introduction qu'il y a sur le petit manuel que l'on trouve dans la boîte du jeu. Alors, sous la ville fantôme de Dirtmouth, c'est là où nous sommes, sommeille Hollow Nest, un ancien royaume d'insectes. Nombreux sont ceux qui s'aventurent sous terre en quête de richesse, de gloire ou pour élucider les mystères de cet endroit. Mais quelque chose se réveille dans les ruines, une force si puissante qu'elle rend insectes et voyageurs fous. Quelle est la source de ce nouveau fléau ? Quelle tragédie a frappé ce royaume autrefois si prospère ? Pour résoudre ces mystères, il faudra s'aventurer au plus profond du royaume, mais certains secrets feraient mieux de rester enfouis. Voilà donc la petite introduction, et puis je vous montre la petite illustration, si cela vous intéresse, voilà. Donc nous sommes partis, et on va, comme d'habitude, chercher à passer un bon moment, voilà, en se promenant dans un jeu, dans un univers, dans un monde magnifique. Et en même temps, on va s'interroger, on va réfléchir, on va essayer de trouver qu'est-ce qui a pu inspirer ce jeu vidéo, qu'est-ce qui a inspiré différents éléments de ce jeu vidéo. Est-ce qu'il y a des références historiques, est-ce qu'il y a des références mythologiques ou tout simplement des références culturelles au sens large. Voilà, donc on va s'interroger en se promenant. Donc on va partir de Dirtmouth, la zone de départ du jeu pratiquement, enfin c'est le lieu où on revient très souvent. Et on va aller dans le royaume d'Hollow Nest, qui est juste en dessous de nous. Alors déjà, je vous... Comment dire ? Regardez un petit peu comme le jeu est magnifique. Les graphismes sont vraiment splendides, c'est tout bonnement magnifique. Vraiment, je suis charmé par cet univers en 2D, tout est beau, tout est pensé, tout est bien imaginé, tout est... Enfin... Oups, je me souviens plus trop de comment on joue, excusez-moi. Et je me souviens plus trop des ennemis, ça fait un moment que j'y ai pas joué. Mais voilà, tout ce que je veux dire, c'est vraiment regarder et apprécier un petit peu les graphismes de jeux vidéo. Je vous recommande vivement de l'essayer par vous-même si vous en avez l'occasion, parce que c'est vraiment un jeu merveilleux, un jeu magnifique. Je l'ai répété au moins 10 fois sur les 3 premières minutes de cette promenade Culture & Chill. Alors, en même temps qu'on se promène, qu'est-ce qui a pu inspirer ce jeu vidéo ? Au niveau du dessin, moi ce qui m'est venu quand j'y ai joué, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au studio Ghibli. Le studio Ghibli, c'est vraiment un monument incontournable de l'animation, vous le savez probablement. Et, ce studio est à l'origine d'animes comme Princesse Mononoke, comme Le Voyage de Chihiro, et comme tout un tas d'autres films d'animation de ce genre-là. Et quand je le vois, moi je pense notamment à Princesse Mononoke, et je pense aussi à un anime pré-Ghibli, à savoir Nausicaa de la Vallée du Vent. Comme vous le savez, Nausicaa de la Vallée du Vent, ce n'est pas un anime du studio Ghibli, c'est un anime du studio Topcraft. Après la réalisation de cet anime, le studio Topcraft a décliné, disons, et en fait il a coulé, si je me souviens bien, et l'équipe du studio Topcraft, une grande partie de l'équipe du studio Topcraft a rejoint l'équipe du studio Ghibli qui a été fondée donc par Miyazaki et Takahata. Et quand on regarde les graphismes de ce jeu vidéo, je peux pas m'empêcher de penser... Regardez, on va faire une petite comparaison. Hop. Gardez bien en tête les graphismes ici. Hop, j'ouvre la page. Vous allez voir. Nausicaa, la vallée du vent. Si on a quelques illustrations, ce serait cool. Par exemple, quand on voit ces passages-là, les dessins, les couleurs évoquent un petit peu ce qu'on trouve dans Hollow Knight. D'autant plus que dans Hollow Knight, on a effectivement des insectes, et la place des insectes dans Nausicaa de la vallée du vent est assez importante. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je vois un lien potentiel avec le studio Ghibli. Et pour moi, ça confirme la grande influence culturelle que détient
le studio Ghibli. Ils ont eu un impact considérable sur de nombreuses productions culturelles par la suite. Et donc moi voilà, je fais le lien avec Nausicaa. Dites-moi ce que vous en pensez. Autre lien aussi peut-être donc avec d'autres animes, hein, comme je disais, Princesse Mononoke également, on peut peut-être trouver des liens d'influence quand on regarde là, ces passages-là qui se... Dans la forêt, on a des couleurs qui se retrouvent, et puis le dessin, le trait, enfin moi ça m'évoque des animes Studio Ghibli, voilà. Donc pour les graphismes, en tout cas une influence du Studio Ghibli. Ensuite, qu'est-ce que... Oups, mince, je suis en train de tomber jusqu'en bas, je voulais pas tomber tout en bas, oups. Aïe aïe aïe, je vais me faire tuer. Je suis mauvais, je ne sais plus jouer. Quand je pense que j'avais battu à l'époque le roi des cauchemars Grimm, je sais pas si vous avez déjà joué à Hollow Knight et si vous voyez de quel individu je parle. C'est vraiment un boss hyper compliqué à battre. Et là, je ne sais plus du tout jouer. Alors bref, c'est pas grave. Et quand on vient ici, par exemple, vous voyez, il y a un petit peu de végétation. Et donc la végétation me fait penser encore plus aux animes Studio Ghibli quand on approche de par là. Mais voilà, je vais pas en dire plus pour l'influence sur les graphismes, mais par contre sur l'ambiance. Alors attendez, je vais le remettre en grand pour que vous voyez bien la végétation. Pas que j'oublie de switcher d'un écran à l'autre. Et donc pour l'ambiance, je pense qu'il y a un lien avec les univers Tim Burton. Dans l'ambiance et même dans les couleurs qui sont choisies, dans la luminosité, dans l'ambiance en général. Je vais hop, vous montrer, par exemple, si donc Tim Burton, si vous savez pas qui c'est un réalisateur de films. Voilà. Et donc, Tim Burton, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, ok, né le 25 août 1958 à Burbank, adepte du fantastique influencé par Edgar Allan Poe, il est largement reconnu comme étant bon conteur et graphiste. Voilà, donc c'est cet individu-là, Tim Burton. Et j'aurais bien voulu, il n'y a pas des images de ces films, je pense notamment aux Noces funèbres. Les Noces funèbres de Tim Burton. Et le dessin, l'image, l'ambiance, tout me fait penser à Hollow Knight. Alors du coup, c'est pas du tout le même genre d'histoire, hein. Rien à voir, mais dans l'ambiance quand même, il y a un petit côté Noces funèbres dans Hollow Knight, je trouve. J'avais fait une petite recherche avant une légère recherche, hein, sur la page Wikipédia. D'ailleurs, je tiens à signaler que cette page Wikipédia, regardez, vous lisez un article de qualité labellisé en 2019. Donc il y a un label maintenant enfin ça fait un petit moment maintenant, ça fait plusieurs années, sur Wikipédia qui précise si l'article est de qualité ou pas. Et là, effectivement, on a un article qui est plutôt très complet. Et regardez un petit peu les références qu'on trouve à la fin de la page Wikipédia. Il est vraiment très sourcé, disons, cet article. Et il y aura pas mal de choses, je pense, à découvrir. Et justement, dans un passage, il n'y a pas que moi qui a pensé à Ghibli et à Tim Burton. Où est-ce que c'est? Donc là, on a des éléments sur le scénario. On a des éléments sur le gameplay. Donc c'est un Metroidvania. Qu'est-ce que j'ai trouvé également? Ah, sur l'esthétique. Ça doit être quelque part dans l'esthétique, je pense que j'ai dû le trouver. J'arrive plus à retrouver le passage, malheureusement. Mince. Dommage. Ah, onirisme et mélancolie, ça doit plutôt être là. Ah oui, c'est ça. De nombreux critiques observateurs relèvent des points communs de Hollow Knight avec l'univers artistique du réalisateur Tim Burton. Je suis plutôt d'accord, même très d'accord avec ça. Mais également avec ceux des studios d'animation Pixar, Disney et Ghibli. Alors moi je vous avais parlé de Ghibli, de Ghibli, pas de Gimli, mais pas de Pixar et Disney. Son aspect onirique est régulièrement mis en avant. Ok, y en a qui disent que l'ambiance n'est pas sans rappeler le dessin animé mettant en scène des rats. Donc Brisby et le secret de Nîmes. Voilà, alors je connais pas ce dessin animé, mais visiblement certains verraient un lien avec Brisby et le secret de Nîmes. On va regarder un petit peu s'il y a des images. Ok, là cette image fait penser un petit peu à ce qu'on peut voir dans notre jeu. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses qui peuvent être intéressantes? Très certainement, mais on va continuer de se promener et on va continuer d'avancer. Donc je sais pas trop où nous allons avancer, mais ce qui est beau dans Hollow Knight, c'est justement ce côté... je sais pas comment l'expliquer. On a toujours l'impression d'être
perdu, ou plutôt égaré. Mais ce n'est jamais, comment dire, dommageable d'être perdu ou égaré dans Hollow Knight parce qu'on fait toujours des découvertes magnifiques. Ça vaut le coup d'être perdu, ça vaut le coup de se perdre. Et se perdre, c'est comme se retrouver, finalement, dans Hollow Knight. Se perdre, c'est se retrouver parce que... paradoxalement, ça nous permet d'être en harmonie, en paix avec soi-même. Quand on joue à Hollow Knight, il y a vraiment quelque chose d'onirique, de poétique, de magnifique. On se sent en paix quand on joue à Hollow Knight. En tout cas, c'est vraiment l'impression que ça me donne. Quand je joue à Hollow Knight, même si j'ai pas d'objectif, même si je ne sais pas où je vais, si je ne sais pas ce que je fais, c'est pas grave. Juste, je peux pas m'empêcher de me dire que du coup, la vie est belle. Ce jeu vidéo est beau et du coup, il m'apaise. Voilà. Et je vais vous parler un petit peu, au-delà donc de l'ambiance des graphismes qui me font penser à certains dessins animés, je voulais aussi vous parler de l'univers qui est médiévaliste. Vous savez, le médiévaliste, je vous en parle. Je vous en ai déjà parlé, je vous en reparle maintenant. C'est encore un jeu vidéo, un univers médiévaliste. C'est-à-dire qu'il est question d'un chevalier, notre personnage c'est le Hollow Knight, le chevalier creux. Et on traverse un royaume à l'abandon, un royaume qui a décliné avec pas mal d'éléments, encore une fois, médiévalistes. Alors, ça va me permettre justement de vous reparler un petit peu de qu'est-ce que le médiévalisme. Le médiévalisme, comme nous le dit Vincent Ferré, qui est une référence en matière d'étude du médiévalisme, c'est la réception du Moyen-Âge au siècle ultérieur, en particulier entre le 19e et le 21e siècle, sur son versant à la fois érudit et son versant créatif. Le versant érudit, on va dire que c'est le Moyen-Âge des médiévistes tel qu'il était, au sens de le travail du médiéviste, c'est de faire l'histoire réelle du Moyen-Âge. Tandis que le versant créatif, c'est vraiment le Moyen-Âge fictif. Le Moyen-Âge qui va être touché par les fantasmes, les idées, les stéréotypes, les clichés. Donc on a d'un côté le travail de l'historien qui essaye de reconstituer un Moyen-Âge vrai, réel, en tout cas qui va tendre vers l'objectif pour retranscrire ce qu'était le Moyen-Âge. Et de l'autre côté, on a un Moyen-Âge, comme je vous le dis, fictif et touché par la subjectivité, par les clichés, par les stéréotypes, par les fantasmes, par tout un tas d'idées, etc. Voilà, et donc Hollow Knight se situe bien évidemment du côté du versant créatif du médiévalisme. Et c'est un médiévalisme vraiment très intéressant parce que du coup, il reprend un héros du médiévalisme, un grand héros du médiévalisme, le chevalier. Notre personnage est un chevalier, c'est le Hollow Knight, c'est le chevalier creux. Et on a bien affaire à un chevalier, c'est The Knight, donc en anglais et chevalier en français. Et ça n'a pas été choisi au hasard. On a un chevalier qui, dans sa fonction, est stéréotypé. C'est le chevalier qui vient pour sauver le royaume. C'est un cliché que tout le monde a déjà entendu. Mais en même temps, dans son apparence, regardez, c'est un insecte. Donc l'apparence du chevalier est complètement remaniée. C'est une, comment dire, une réinterprétation de la figure chevaleresque dans l'apparence. Même si on retrouve, regardez, si je mets mon équipement, on retrouve donc l'aiguillon qui fait office d'épée. Et l'épée, c'est un petit peu donc le symbole du chevalier. Mais autrement, il n'y a rien qui permet, si on le voit comme ça, ce petit insecte, il n'y a rien qui nous permet d'affirmer que c'est un chevalier. Mais nous le savons, dans son apparence, donc c'est une réinterprétation. Je vous en parle du médiévalisme parce que c'est quelque chose qui me touche tout particulièrement, puisque j'ai fait mon mémoire de recherche sur la figure chevaleresque dans les jeux vidéo des années donc 1980 jusqu'à 2020. Et oups, je me fais rouler dessus. Et donc du coup, dans mon corpus documentaire, je parlais de Hollow Knight et du chevalier que l'on rencontre dans Hollow Knight. D'ailleurs, si vous intéresse, je pense que je vais faire tôt ou tard des vidéos où je vais vous lire mon mémoire de recherche pour vous le présenter. Voilà, donc, hop, on va passer ici. Et je voulais... qu'est-ce que je voulais vous montrer? Hollow Knight, chevalier creux... Non, je me souviens plus de quoi je voulais vous parler. Ah oui, médiévalisme. Je vais faire... Médiévalisme. Alors...
Bah là, on a une définition intéressante, effectivement. Et après, on a sur le site Open Edition Book. C'est un site qui est vraiment très bien, Book Open Edition, où on peut avoir accès à des ouvrages en ligne, en version PDF. Et ça, c'est vraiment très sympa. Et là, regardez, par exemple, là, Tommaso di Carpegna Falconieri, c'est une référence en matière d'études du médiévalisme. Et on a accès à l'un de ses textes, visiblement, avec le texte intégral. Et je me souviens aussi... Médiévalisme, modernité du Moyen-Âge. Ça, vous voyez, c'est un colloque, un compte-rendu de colloque qui a été fait sous la direction de Vincent Ferret. Et normalement, on doit pouvoir le trouver. C'est peut-être pas ici, peut-être plutôt là. Médiévalisme, accepté. Donc du coup, si on regarde le PDF, ça l'a téléchargé, ok. Attendez. Est-ce que ça l'a... Parce que je me souviens qu'à l'époque... Oui, c'est bon, ça l'a téléchargé. C'est bien le compte rendu du colloque. Je vous recommande vivement sa lecture. C'est vraiment très, très intéressant. Et donc à partir de là, vous avez pas mal d'éléments, du coup, justement, de références, de qualité, faits par des chercheurs de qualité, disons. Et donc, si je mets médiévalisme... Et qu'on regarde, d'ailleurs une page Wikipédia, vous allez voir, la page Wikipédia est pas trop mal pensée parce qu'on a un endroit... Regardez, selon Vincent Ferret, qui cite Vincent Ferret, le médiévalisme est la réception du Moyen-Âge au siècle ultérieur, en particulier au 19e, 21e siècle, dans son versant créatif et son versant érudit. Donc, comme je vous le disais. Après, on a d'autres citations intéressantes, comme celle de Tommaso di Carpegna Falconieri, celle de Gilles Bartholins, tous des personnes qui étudient justement le médiévalisme. Donc, quoi dire d'autre? Donc, on disait l'ambiance médiévaliste. On a aussi des personnages, des insectes anthropomorphes. L'anthropomorphisme, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve depuis, j'ai envie de dire, des millénaires. L'anthropomorphisme, c'est le fait de donner des qualités humaines à des créatures qui ne le sont pas. Donc, par exemple, les fables de Jean de La Fontaine sont... Donc, les animaux que l'on trouve dans les fables de Jean de La Fontaine sont anthropomorphes. Ils revêtent des caractéristiques qui sont humaines, comme le fait de pouvoir parler, le fait d'avoir des sentiments, des pensées humaines, etc. Et Jean de La Fontaine, comme vous le savez peut-être, il s'est inspiré pour écrire ses fables des fables d'Ésope. Donc les fables d'Ésope, en fait, ça recoupe tout un vieux corpus de fables, tout un corpus de fables qui peuvent être très anciennes, qui peuvent dater de l'Antiquité, avec certaines qui sont apparues qu'au Moyen-Âge, mais qu'on qualifie quand même de fables d'Ésope par commodité. Et donc du coup, dedans, on a des animaux anthropomorphes, des créatures anthropomorphes. Et je vais faire une petite recherche juste après. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez vu cette grosse créature ici, là? On peut pas la combattre, malheureusement, j'aurais bien voulu. Alors je me promène vraiment au hasard. Dommage, je vous montre peut-être pas forcément les endroits les plus jolis du jeu. Mais bon, en même temps, c'est pas grave, on pourra refaire plusieurs promenades, hein. Moi ça me dérange pas du tout. Parler, échanger, discuter. Et vous d'ailleurs en commentaire réagissez, hein, bien sûr, ça me ferait très plaisir de parler avec vous. J'ai du mal à découvrir forcément des références précises, mais ça n'empêche pas de réfléchir, de penser, de s'interroger. Et donc du coup je reste sur, je vous parlais donc des fables d'Ésope, on peut faire une petite recherche. Hop. Fables d'Ésope. Voilà, donc les fables d'Ésope sont un ensemble de fables en prose qui nous sont parvenues du grec ancien et que l'on attribue à Ésope, on regardera juste après, écrivain qui vécut vers la fin du 7e siècle et le début du 6e siècle. Enfin ça c'est ce qu'on suppose, on ne sait pas si Ésope a réellement existé, disons que c'est un fabuliste semi-légendaire. Comme Homère, d'ailleurs, Homère qui est connu comme étant le compositeur donc, de l'Iliade et de l'Odyssée, on ne sait pas réellement s'il a existé au sens strict ou si c'est un nom qui a été donné par commodité pour pouvoir désigner un auteur qui aurait écrit l'Iliade et l'Odyssée. Alors, il faut entendre par fable d'Ésope les textes qui lui sont attribués et toutes sortes de récits qui circulaient oralement avant lui et qui présentent les mêmes caractéristiques. Voilà, je trouve que c'est une bonne définition, ça. Et donc, Ésope, vous voyez, est un écrivain d'origine frisienne à qui l'on attribue la paternité de la fable. À qui l'on attribue. Il n'existe rien de certain sur la vie d'Ésope, ça c'est vrai, le témoignage le plus ancien est celui d'Hérodote, selon lequel Ésope avait été esclave de Ladmon, avec Rhodopis. Ok, donc je ne vais pas tout lire,
Mais voilà pour Aesop, voilà pour les fables. Hop, là on a une illustration tout à fait charmante. Qui date de quand? Visiblement aux alentours de 1485. J'aime beaucoup. Et donc là on retrouve encore cette idée d'anthropomorphisme donc dans notre jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Hollow Knight? Alors, où est-ce qu'on est? Où est-ce que nous sommes? Alors, on est toujours route oubliée. Oui, on n'est pas allé très loin. Visiblement, on est toujours ici. J'aurais bien voulu aller vous montrer la cité des larmes, ou les cavernes nocives, ou encore Jardin de la Reine, etc. Il y a vraiment des zones qui sont magnifiques, qui sont resplendissantes. Mais là, je suis un peu paumé, je dois avouer. Je me souviens plus. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué, bien entendu. Et d'ailleurs, quand je relance Hollow Knight, ça me donne envie de faire un let's play dessus. Un let's play complet. Un let's play Culture and Chill, bien entendu. Où on ferait tout le jeu ensemble, quoi. Alors après, moi, à l'époque où je l'avais fait, je l'avais quand même bien poncé. Puisque vous voyez, quand je mets... regarde, achèvement, 99%. Mais je crois qu'avec les extensions, l'achèvement, il peut aller jusqu'à 120%. Mais j'avais quand même bien avancé, puisque je suis quand même à 99% d'achèvement. J'avais passé 70 heures dessus. Donc autant vous dire que j'avais beaucoup joué. Et... hop, là je vais sauvegarder, je vais appeler. Donc on a tout un système de déplacement rapide grâce à ce coléoptère en fait, qui va nous emmener d'un endroit à l'autre. Et donc rapidement, donc je vois qu'on est à 20 minutes. Je vais essayer de pas dépasser les 25 minutes parce que sur les épisodes, je pense qu'ils sont peut-être un petit peu trop longs. Autant refaire plusieurs épisodes plutôt que faire des épisodes de 40 minutes. Même si oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des épisodes de 40 minutes parce que j'avais plein de choses à vous dire. On va aller... Entrepôt de la cité, on va jeter un œil rapidement. Là, je réfléchis aux références dont je pourrais vous parler. Je vous ai parlé de médiévalisme, je vous ai parlé d'anthropomorphisme, je vous ai parlé de Tim Burton, je vous ai parlé de Studio Ghibli, je vous ai parlé donc de Nausicaa, du studio Topcraft. Hop, on est déjà arrivé, ça va vite. Et là, je réfléchis, je n'ai pas réellement d'autres idées. Après, je pense que sur le level design, sur les éléments d'architecture que l'on voit, je pense qu'il y a des choses qui m'échappent probablement, parce que je suis incapable de lire ces éléments architecturaux, ces éléments d'architecture que je vois, je sais pas si ça se dit architecturaux. Les éléments d'architecture, je vais dire, ça sera plus pratique. Excusez-moi pour mon français qui est parfois hasardeux. Alors, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Allez, par exemple, cet élément là, cet ascenseur, peut-être qu'on pourrait l'associer à des éléments d'architecture de notre monde à nous et faire un lien justement sur qu'est-ce qui a pu inspirer juste cet ascenseur par exemple. Sauf que je n'ai pas d'idée. Je n'ai pas d'idée parce que je suis pas assez calé en architecture. Oups. Mince, ça va faire partir ici. Bon écoutez, je pense qu'on va en rester là, j'ai pas d'autres idées. Éventuellement on fera d'autres épisodes, d'autres promenades Culture and Chill sur Hollow Knight. En tout cas c'était un plaisir de vous présenter le jeu. Et je suis content de vous en avoir parlé juste pour vous donner envie d'y jouer. Et j'espère que ça vous a donné envie d'y jouer parce que c'est un jeu qui est magnifique quoi. C'est vraiment un jeu merveilleux avec des combats de boss à la difficulté relevée, avec la possibilité d'explorer, de se promener, de partir à l'aventure. Et juste de chiller, parce que c'est vrai qu'il est chill ce jeu quand même. Alors au-delà de la difficulté qui peut parfois faire penser à la difficulté d'un Demon's Souls ou d'un Bloodborne, c'est pas grave parce qu'au final il y a tellement de choses à faire que vous pouvez, si vous voulez vous caler trop sur un boss, vous pouvez aller vous promener ailleurs, trouver des nouveaux éléments pour revenir plus fort. Vous voyez, il y a tout un système de charme en fait, et ces charmes vous permettent d'augmenter vos caractéristiques. Donc moi j'ai choisi ces charmes là pour avancer dans l'aventure, et là je pourrais très bien les remplacer par d'autres, et selon les combats de boss, on peut s'adapter pour être plus ou moins fort. Par exemple, ce qui me rend très fort, c'est la petite créature qui me suit depuis le début là, et je l'ai débloqué grâce à mes combats contre le roi des cauchemars, contre le Grim. Et en plus il est très puissant parce que ça permet de faire des dégâts au fur et à mesure sur les monstres qui m'attaquent. Voilà. Eh bien écoutez,
on en reste là. On est juste à 25 minutes. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Il y a d'autres références culturelles qu'on pourrait trouver, mais il faudrait aller ailleurs dans le jeu. Mais là, pour un premier épisode, pour une première promenade, c'est déjà pas mal. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis donc à la prochaine fois. J'espère que vous serez là pour les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et d'ici là aussi, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Dites-moi ce que vous avez vu, vos théories, vos interprétations. Et puis c'est tout. À la prochaine fois. C'était l'Héros de l'Histoire pour vous servir.